Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une lecture au long cours. Je suis en train de lire et relire, ça dépend des différents romans, les Rougon-Macquart d'Émile Zola, ici dans la bibliothèque de la Pléiade, et j'en suis au Bonheur des Dames. Au Bonheur des Dames, c'est l'histoire des grands magasins parisiens, c'est l'histoire de ce commerce qui commence à occuper une place immense dans l'époque de Zola, place encore plus immense aujourd'hui. Ce que l'on lit chez Zola n'est que le balbutiement de ce que deviendront ces grands magasins et de ce que deviendra le commerce quand il s'internationalisera. Mais déjà là, dans le mécanisme de ce commerce conquérant, on a des choses qui sont assez intéressantes sur notre monde, même si on lit un roman qui se déroule il y a un siècle et demi. Alors, le Bonheur des Dames, c'est donc le nom du magasin, Au Bonheur des Dames, fondé par Madame Edouin, si je me souviens bien du nom, mais qui meurt dans des circonstances un peu suspectes, en tout cas du point de vue de ceux que ce nouveau magasin dérange. Mais ce Bonheur des Dames, c'est surtout Octave Mouret qui en est le propriétaire, le gérant, le maître. Et Octave Mouret, on le connaît déjà quand on lit les Rougon-Macquart, puisque c'est le héros du roman précédent aussi, Pobouille, où il est un jeune homme qui arrive de province à Paris qu'il va conquérir, un peu à la Rastignac, par les femmes. Et Le Bonheur des Dames est un roman de la conquête des femmes par les grands magasins, avec aussi quand même la revanche des femmes, mais in extremis. Voici ce que dit Octave Mouret à propos de son magasin et de sa stratégie. Comment faire pour gagner de l'argent? Il est dans un salon, chez une femme, sa maîtresse, qui a, je crois, un autre amant ou protecteur, qui est le baron Hartmann, qui, lui, est dans l'immobilier. Et donc, ce que cherche Octave, c'est d'agrandir son magasin. Et tout au long du roman, il enfle, il gonfle, il devient immense, il bouffe tout ce qui est autour, ce magasin. Mais là, on est dans ce petit salon et il nous explique comment il va s'attaquer aux femmes, ou ce qu'il appelle plutôt à la femme, dans cette essentialisation qu'on ne fait plus guère aujourd'hui, mais qui à l'époque était très fréquente, et qui ici a du sens dans ce contexte-là. Mouret, cependant, avait jeté un coup d'œil vers le salon, et en quelques phrases dites à l'oreille du baron Hartmann, comme s'il lui eût fait des confidences amoureuses qui se risquent parfois entre hommes, il acheva d'expliquer le mécanisme du grand commerce moderne. Alors, plus haut que les faits déjà donnés, au sommet apparut l'exploitation de la femme. Tout est là. L'exploitation de la femme. Tout y aboutissait. Le capital sans cesse renouvelé, le système de l'entassement des marchandises, le bon marché qui attire, la marque en chiffres connus qui tranquillise.
C'était la femme que les magasins se disputaient par la concurrence, la femme qu'ils prenaient au continuel piège de leurs occasions. Après l'avoir étourdie devant leurs étalages, ils avaient éveillé dans sa chair de nouveaux désirs. Ils étaient une tentation immense où elle succombait fatalement, cédant d'abord à des achats de bonnes ménagères, puis gagnée par la coquetterie, puis dévorée. C'est vraiment une chasse à la femme. Il y a une prédation qui est ici. Alors bien sûr, ce n'est pas la femme directement qui est dévorée, même si Octave Mouret est un homme à femme. En décuplant la vente, en démocratisant le luxe, il devenait un terrible agent de dépenses, ravageait les ménages, travaillait au coup de folie de la mode toujours plus chère. Et si, chez eux, la femme était reine, adulée et flattée dans ses faiblesses, entourée de prévenance, elle y régnait en reine amoureuse, dont les sujets trafiquent et qui payent d'une goutte de son sang chacun de ses caprices. Sous la grâce même de sa galanterie, Mouret laissait ainsi passer. Là, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce qui va venir. Mouret laissait passer la brutalité d'un juif vendant de la femme à la livre. On est à la fois antisémite, ce qui peut paraître surprenant de la part de Zola, le grand défenseur de Dreyfus, quelques années après l'écriture du Bonheur des Dames. Le juif commerçant, mais vendant de la femme. Donc la femme comme objet, la femme objet, c'est évidemment dans le monde du commerce quelque chose qui s'est là aussi énormément développé par la suite. Vendant de la femme à la livre. Au kilo, on vend de la femme comme on vend de la viande. C'est bel et bien ça, quoi. Il lui élevait un temple, la faisait encenser par une légion de commis, créait le rite d'un culte nouveau. Donc, tout d'un coup, il y a quelque chose de religieux qui apparaît. Il ne pensait qu'à elle, cherchait sans relâche à imaginer des séductions plus grandes. Et derrière elle, quand il lui avait vidé la poche et détraqué les nerfs, il y a cette idée aussi que les femmes sont nerveuses, que les femmes sont même hystériques, et que c'est dans l'hystérie qu'elles vont dépenser. Et des scènes d'hystérie collective, il y en a plusieurs dans ce roman-là, j'en reparlerai d'une tout à l'heure, mais il y a cette idée-là de fatiguer, d'énerver la femme pour qu'elle dépense son argent. Quand il lui avait vidé la poche et détraqué les nerfs, il était plein du secret mépris de l'homme auquel une maîtresse vient de faire la bêtise de se donner. Donc cet aspect prédateur du personnage, cet aspect « je veux écraser la femme ». Il y a une petite vendeuse qui va faire un tout petit peu, voire un peu beaucoup, évoluer Mouret dans ce discours extrêmement dur sur les femmes. Mais ce roman du Bonheur des Dames, c'est surtout l'histoire de l'expansion de ce magasin et de la réussite extraordinaire du Bonheur des Dames, d'une nouvelle manière de commercer, d'une manière totalement inédite qui va révolutionner le commerce. Et on voit petit à petit, même très rapidement en fait, plus rapidement que dans la réalité, le processus réel de l'expansion des grands magasins est
raccourci chez Zola. Il fait en 2 ans ce qui se passe en 20 ans à peu près. Donc, on voit les grands magasins qui se développent avec cet agrandissement de plus en plus important, et puis surtout cette manière d'attirer le plus de monde possible, notamment lors des grandes ventes, où là, justement, Mouret va pouvoir harponner ce qu'il appelle la femme ou les femmes. Et voilà un deuxième extrait justement de cette vente et de ces moments où les foules se précipitent dans son magasin pour acheter. Moment donc de foule, l'après-midi d'une grande vente, une des premières qui fonctionne extrêmement bien. Ce n'était plus chose facile que de gagner l'escalier. Une houle compacte de têtes roulait sous les galeries, s'élargissant en fleuve débordé au milieu du hall. Une houle, un fleuve, la rivière qui déborde. Toute une bataille du négoce montait. Les vendeurs tenaient à merci ce peuple de femmes. Harponner la femme. Vraiment, on retrouve cette idée-là. Qu'ils se passaient les uns aux autres en luttant de hâte. L'heure était venue du branle formidable de l'après-midi, quand la machine surchauffée menait à la danse des clientes et leur tirait l'argent de la chair. Voilà le but de Mouret, leur tirer l'argent de la chair. Parce que ce qui compte, c'est l'argent des femmes qu'elles empruntaient à leur mari, parce que l'argent, les femmes ne disposaient pas librement de leur argent, où elles commencent justement à dépenser de manière libre, plus ou moins. Et encore, la liberté ici, dans cette espèce de cage où on les enferme pour acheter jusqu'à ce qu'elles achètent le plus possible, on les essore pour qu'elles achètent le plus possible, n'est peut-être pas tout à fait la définition de la liberté. À la soie, surtout. Une folie soufflait, le Paris-Bonheur. Le Paris-Bonheur, c'est une soie vendue très bon marché pour attirer la clientèle. Le Paris-Bonheur ameutait une foule telle que pendant plusieurs minutes, Hutin ne put faire un pas. Hutin, c'est le vendeur, l'un des vendeurs de la soie, justement, qui est aussi un homme à femme, un homme qui est un peu comme Mouret, mais quelques rangs en dessous. Hutin ne put faire un pas, et Henriette, suffoquée, ayant levé les yeux, aperçut en haut de l'escalier Mouret qui revenait toujours à cette place d'où il voyait la victoire. Henriette, c'est la petite vendeuse qu'on voit petit à petit gravir les échelons. Et cette petite vendeuse, dont on va suivre le parcours au Bonheur des Dames, c'est elle qui va faire changer Mouret. C'est elle qui va tenter de venger les femmes. Elle sourit, espérant qu'il descendrait la dégager. Mais il ne la distinguait même pas dans la cohue. Il était encore avec Valagnosc, occupé à lui montrer la maison, la face rayonnante de triomphe. Maintenant, la trépidation intérieure étouffait les bruits du dehors. On n'entendait plus ni le roulement des fiacres, ni le battement des portières. Il ne restait, au-delà du grand murmure de la vente, que le sentiment de Paris immense, d'une immensité qui toujours
fournirait des acheteuses. Dans l'air immobile où l'étouffement du calorifère attiédissait l'odeur des étoffes, le brouhaha augmentait, fait de tous les bruits, du piétinement continu des mêmes phrases 100 fois répétées autour des comptoirs, de l'or sonnant sur le cuivre des caisses, assiégées par une bousculade de porte-monnaie, des paniers roulants dont les charges de paquets tombaient sans relâche dans les caves béantes, et sous la fine poussière, tout arrivait à se confondre. On ne reconnaissait pas la division des rayons. Là-bas, la mercerie paraissait noyée. À nouveau, une vague qui vient tout brouiller dans cette vente qui est un ouragan qui amène l'or, qui amène l'argent. Et ce succès, ce triomphe de Mouret, même si la présence discrète dans le passage qu'on vient de lire de cette Henriette, de cette petite vendeuse, va changer les choses. Je ne vais pas parler exactement de comment elle va réussir à venger les femmes, mais elle va y parvenir. Cette présence-là, elle montre que dans ce monde sans pitié, il peut y avoir des failles. Il y a de l'humanité en Octave Mouret, qui semble être un personnage absolument sans vergogne, sans sentiment. Bah si, quand même. Par contre, où Mouret a très peu de sentiments, c'est en ce qui concerne la concurrence, et notamment ceux qui sont juste à côté, les baudus, qui sont des marchands à l'ancienne, qui ne vendent qu'une seule marchandise et qui vont littéralement se faire manger par le bonheur des dames. Il y a aussi un marchand de parapluies qui a une petite boutique qui se trouve au milieu du bonheur des dames et que Mouret cherche à exproprier, mais le marchand de parapluies, lui, refuse jusqu'à ce qu'on le force à vendre pour presque rien sa boutique pour que le bonheur des dames puisse encore s'agrandir dans cette folie des grandeurs qui atteint Octave Mouret. Et donc on a aussi la description de ce petit commerce qui va s'effondrer, et des malheurs, notamment de la famille, qui est la famille d'Henriette, son oncle, sa tante, sa cousine, qui vont voir leur commerce déserté par les femmes, et qui vont en mourir véritablement. Et justement, il y a aussi dans ce livre-là, en contraste avec le triomphe des grands magasins, la détresse des petits qui meurent broyés sous la déferlante de la modernité. Alors, un dernier petit passage, justement, qui nous montre ce malheur-là dans Le bonheur des dames. C'est du point de vue donc de Baudu, qui est en face du bonheur des dames, au moment où des travaux ont lieu qui vont encore plus agrandir et moderniser le grand magasin.
au point que son voisin, qui perd déjà ses clients, va être même empêché de dormir. En septembre, l'architecte, craignant de ne pas être prêt, se décida à faire travailler la nuit. De puissantes lampes électriques furent établies et le branle ne cessa plus. Ça, c'est un anachronisme de Zola. Les lampes électriques arriveront plus tard, par rapport aux dates où est censé se dérouler ce roman dans les années 1860. Des équipes se succédaient, les marteaux n'arrêtaient pas, les machines sifflaient continuellement, la clameur toujours aussi haute semblait soulever et semer le plâtre. Alors les baudus, exaspérés, durent même renoncer à fermer les yeux. Ils étaient secoués dans leur alcôve, les bruits se changeaient en cauchemars dès que la fatigue les engourdissait. Puis, s'ils se levaient pieds nus pour calmer leur fièvre et s'ils venaient soulever un rideau, ils restaient effrayés devant la vision du bonheur des dames flambant au fond des ténèbres. C'est vraiment l'enfer, hein. Comme une forge colossale où se forgeait leur ruine. Mais même plus que leur ruine pour ces baudus. Leur mort, la fille baudu à qui était destiné le seul vendeur de la boutique qui restait, va mourir de chagrin parce que ce vendeur qui était le dernier résistant va succomber au charme d'une vendeuse du bonheur des dames qui se moque de lui. Et sa destinée, celle qu'il devait épouser, va mourir, et avec elle, le commerce petit, le commerce ancien, va mourir aussi. Donc il y a des passages assez poignants dans ce bonheur des dames. Mais il y a aussi cette exaltation, cette déferlante du commerce, qui est encore celle dans laquelle on vit, qui a pris aujourd'hui des dimensions mondiales. Mais ça se termine bien, ce qui est assez rare chez Zola. Donc, ça fait aussi plaisir, de temps en temps, de voir que il y a des notes d'espoir malgré la déferlante. Voilà ce que je pouvais dire après cette deuxième lecture de Au bonheur des dames d'Émile Zola.